Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on attaque un peu les exos dans l'ordre? Questions sur ce cours en particulier? Moi, j'avais une question, mais enfin, c'est plus. Enfin, c'est quoi la différence entre un Weber et un Tesla? Enfin, Alors moi je connais le Tesla, mais le Weber, t'as vu ça où? c'était pour flux magnétique dans une spire. Enfin, mais je sais pas si c'est ce cours-là, c'était juste une slide. Sinon, je peux trouver après. Enfin, Ah, je veux bien, parce qu'un Weber, moi j'ai jamais utilisé cette unité. ok. Ben, Une unité de flux magnétique, tu dis, le Weber? oui. C'est possible qu'on dise que des Tesla mètres carrés, ce soit des Weber, mais moi je n'avais pas utilisé. Ça dit quelque chose à quelqu'un d'autre, ça, le Weber? Oui, oui, il avait dit Weber. Je ne sais pas si c'est un Tesla et c'est Weber sur mètre carré ou Ah, bien pour le coup, ce serait fois mètre carré, si c'est un flux. au fois. Ouais, voilà. Ok. Ouais. Parce que c'était, par exemple, pour les analyses dimensionnelles, est-ce qu'on en a beaucoup? Enfin, ou, Ah. Bah, alors moi je pense que c'est, comment te dire, c'est pas, ouais, c'est un petit peu, les analyses dimensionnelles, comment dire, c'est très utile pour ceux qui font vraiment de la physique. C'est vrai que, honnêtement, je vais être honnête avec toi, les étudiants en médecine en général, en analyse dimensionnelle, ils sont pas très bons. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas forcément le besoin de raisonner avec des quantités physiques qui sont claires. Donc, pour répondre à ta question, si c'est un peu difficile pour toi, c'est pas grave. Mais voilà, enfin, tous les profs de physique te diront que c'est super important parce que effectivement, pour les physiciens dans l'âme, l'analyse dimensionnelle, c'est la clé, quoi. Enfin, mais bon, vous avez tellement ce formulaire à votre disposition que, honnêtement, c'est ça un petit peu le double tranchant du formulaire, c'est que, euh, bah, en fait, on ne se sert plus que des formules et on n'a plus besoin de faire l'analyse dimensionnelle. Mais ouais, ok, parce que là on avait un exercice sur ça et je me suis dit, mais du coup, s'il y a des unités qui nous manquent, enfin, du coup, ouais. comment. Ok. Ouais, ça peut arriver, hein, une petite question sur l'analyse dimensionnelle, pourquoi pas, hein. Mm, Bon, on va y venir à cette question. merci. Ouais, donc si le Weber est une unité de flux, ça veut dire que ouais, voilà, fois mètre carré, hein, c'est ça. Merci, Pauline. Ok, donc proposition A, là, l'onde électromagnétique se propage plus vite dans l'eau que dans le vide. C'est faux. Est-ce que vous connaissez est-ce qu'il existe des ondes qui se propagent plus vite dans l'eau que dans le vide? Ça vous dit rien? Est-ce que c'est possible, oui ou non? Vous n'hésitez pas à répondre dans le. Ah bah oui, voilà, je vais lancer le sondage. Est-ce que c'est possible qu'une onde quelconque, donc là vous pouvez répondre oui ou non, se propage plus vite dans l'eau que dans le vide? Je laisse 10 secondes. Et encore 5 secondes. Hop, voilà. Alors, vous êtes la majorité à dire que c'est impossible qu'une onde se dépasse plus vite dans l'eau que dans le vide. Euh, et pourtant, vous avez tort. En fait, si on reprend le début de l'année avec les ondes mécaniques, le son, par exemple, se déplace plus vite dans l'eau que dans l'air. Alors oui, c'est pas que le vide, mais de toute façon, le son ne pourrait pas se propager dans le vide, mais il se déplace plus vite dans l'eau que dans l'air, hein. Vous vous souvenez, la vitesse du son dans l'air, c'est environ 300 mètres, 343 mètres secondes, alors que dans l'eau, c'est plutôt 1500 mètres secondes. Plus le milieu est dense, plus les particules vont pouvoir se choquer rapidement, et bref, la vitesse du son va être importante. Mais bon, là, c'était un peu un piège parce que j'ai dit onde. Bon, dans une question, bien sûr, on vous préciserait si on parle d'ondes mécaniques ou électromagnétiques. Et effectivement, euh, pour tout ce qui est électromagnétique, plus le milieu est, on va dire, de faible densité, plus ça se propage rapidement. Enfin bon, c'est pas vraiment la densité, c'est ce qui caractérise, hein, en électromagnétique, c'est le N. Mais bon, le N est quelque part un peu lié à la densité aussi, quoi. Pas exactement, mais c'est globalement quand même, plus c'est dense, plus N est élevé.
La B, pour une position donnée, le champ électrique d'une onde électromagnétique s'annule lorsque le champ magnétique est maximum. Là, vous voyez, on voit bien sur ces dia du cours que c'est faux, et parce que E et B sont en phase. Donc, quand E est maximum, ici, B est aussi maximum. Voilà. La densité d'énergie moyenne d'une onde électromagnétique est toujours plus faible que sa densité d'énergie. Alors pour ça, il faut revenir au formulaire. Quelle est la différence entre la densité d'énergie moyenne, U de E, voilà, c'est ça, et l'intensité, voilà, pardon, et la pas moyenne qui est au-dessus, je ne voyais pas. Voilà, donc pour comparer ces formules, on va voir comment on les compare, mais en gros, voilà, on a un 1,5 ici, donc on pourrait tomber dans le piège et dire que bah, du coup, si c'est moyen, il y a un 1,5, c'est plus petit. Mais il faut faire attention que là, notre E, c'est E de T qui dépend du temps et qui dépend aussi de votre position. D'accord ? Et si j'explicite ça d'ailleurs, ça serait epsilon 0. Et puis mon E de T, s'il varie par exemple comme une sinusoïde, sinus de T de X, voilà, sinus carré de T de X. Donc c'est-à-dire que à un instant donné ou à un endroit donné, si je me positionne à un endroit bien choisi, ici par exemple, le champ est nul, E est nul. À cet instant, à cette position, E est nul. Donc, à cet instant, à cette position précise, la densité d'énergie de l'onde est nulle. Pourtant, si je me place ici, dans ce cube-là, dans ce voisinage-là, si j'attends suffisamment de périodes et que je fais une moyenne dans le temps, eh bien, je vais trouver une densité d'énergie moyenne qui vaudra 1,5 de epsilon 0 E0. Alors, ça, on peut le prouver. En fait, c'est juste que quand on fait une moyenne, on fait une intégrale d'un sinus carré, etc. Et puis, on trouve qu'il y a un 1,5 qui sort. Mais voilà, tout ça pour dire qu'il ne faut pas confondre la densité d'énergie locale qui dépend de x et du temps et la moyenne. Si je moyenne, alors je peux moyenner dans le temps à n'importe quel endroit. Si je moyenne dans le temps, je trouverai la même chose. C'est pour ça qu'on peut dire on fait une moyenne sur le temps. Et enfin, l'onde électromagnétique est une onde transverse. Alors, pour regarder ça, on regarde la direction de E et la direction de propagation, et on voit que c'est perpendiculaire, donc c'est une onde transverse. OK. Juste, moi j'avais une question parce que dans la correction, il disait que la densité d'énergie d'une onde électromagnétique dans le vide, ça pouvait prendre que deux valeurs. Et moi, ça, je comprends pas parce que si on se place à un autre endroit de la courbe, enfin, on peut être. Ouais. Il disait que ça pouvait prendre que deux valeurs. Oui, il disait c'est compris entre. Enfin, je me souviens plus trop de c'est quoi la phrase, mais. Alors, attends, je vais regarder parce que là, je pense que j'ai. Attends, je vais juste. J'ai accès là. C'est intéressant parfois de regarder ce qu'ils mettent dans la correction. Alors, c'est laquelle? C'est la C? Oui, c'est ça. Alors, varie entre. Oui, alors, elle varie entre, mais ça ne veut pas dire qu'elle peut prendre que ces deux valeurs. Elle varie de manière continue, ou plutôt de manière sinusoïdale, entre ces deux valeurs. Ah, ok, ça va alors, oui. Ok. Tu vois le lien avec ce qu'on Oui, vient de c'est dire? bon. Merci. Mais du coup, ça veut dire que la densité, elle peut être égale à 0, alors que la moyenne, elle ne peut pas être égale à 0. Absolument. La densité moyenne, enfin l'intensité, la densité d'énergie moyenne, si tu veux, elle dépend que de l'amplitude. Attends, j'ai un bug là, attends. Ah oui, c'est ça. Voilà. Désolé, j'ai un petit bug là. Ouais, voilà. Donc, comme je te disais, le champ E, c'est une fonction qui dépend à la fois de la position x et du temps.
hein. Donc, le champ E de x et de t, sa forme, c'est une constante E0, hein, fois sinus de x, t en gros. Donc, l'énergie moyenne, elle va te faire apparaître que ton amplitude qui est une constante, ton E0. Pas epsilon 0, hein, E0, l'amplitude du champ électrique. L'amplitude maximale du champ électrique. Voilà. Alors que quand tu es en instantané, tu regardes la valeur E de x et de t. Donc, effectivement, E0, c'est une constante. Donc, a priori, c'est une constante non nulle. Hein, ça ne peut pas être nul. Donc, la densité énergie moyenne ne peut pas être nulle. Alors que ton sinus de x de t, tu peux toujours trouver des instants pour lesquels il s'annule. Ok, merci. Voilà. Bon, ça, c'est faut vraiment se méfier comme de la peste de ces questions de cours parce que on verra que les formulations sont souvent précises et on verra, il y a une autre question de ce style qui vient par la suite là. Et il suffit qu'il y ait une petite imprécision et ça devient un faux, quoi. Alors, bon, celui-là, en question 2, c'est l'aspect énergie. Question 3, l'aspect géométrique. L'aspect de l'énergie, vous avez vu quand j'ai une réflexion, en gros, quand vous avez un rayon qui impacte sur une surface, vous avez une partie qui est réfractée, une autre qui réfléchit, puis vous avez toujours un coefficient qui vous dit, si j'ai, je sais pas, si j'ai un faisceau laser qui fait 2 watts ici, si par exemple j'ai 50% de réflexion, 50% de réfraction, ici j'aurai 1 watt, ici j'aurai 1 watt, on est d'accord, hein. Donc c'est juste ça. Et puis là qu'est-ce qu'il faisait? On parlait du rayon réfléchi, alors fallait dessiner les rayons, bien sûr. Donc vous avez en tête votre loi de la réflexion qui vous dit que cet angle ici, θ2, va être justement égal à celui-là, donc 40 degrés. C'était bien ça, hein, ouais. C'était un angle incident. Il faut se méfier aussi. Hein. Est-ce que c'est incident ou est-ce que c'est l'autre? Donc là, c'est à 40. Et après, ça ne s'arrêtait pas là parce qu'il y avait une autre réflexion ici. Alors, est-ce que le rayon va croiser ici? Est-ce qu'il va s'écarter? Est-ce qu'il va être exactement parallèle? Ça, d'ailleurs, je crois que c'est la question 3. Pour ça, il faut juste regarder un peu la géométrie, c'est-à-dire on veut juste savoir quel est cet angle ici. Là, vous avez, on est d'accord que là, vous avez 90 degrés, donc ici, vous avez 50 degrés. Ici, vous avez bien sûr 90 degrés, et comme la somme des angles d'un triangle vaut 180 degrés, ici, vous êtes aussi à 40 degrés. Et du coup, ici, vous êtes à 50 degrés parce que ces deux angles sont égaux, et du coup, 40 degrés ici, parce qu'ici, j'ai un angle droit. Donc, voilà. Donc, si je regarde, ici, mon angle, ce rayon-là, c'est un angle qui fait 40 degrés avec l'horizontale, et celui-là, il fait aussi 40 degrés avec l'horizontale. Donc, ça veut dire qu'ils ont exactement la même direction. Ils ne se croiseront jamais, ils sont parallèles. Hein. Bref, tout ça pour dire, c'est un peu beaucoup de choses pour prouver que finalement, il va juste y avoir 2 réflexions. Donc, si j'ai 2 réflexions, qu'ici j'ai une certaine intensité I, ce rayon ici, là, il va avoir une intensité qui vaudra 0,75% de I. Et puis après, avec la deuxième réflexion, j'aurai 0,75% de le rayon que j'avais avant, c'est-à-dire 0,75% de I. Hein. Donc au final, quand vous faites le 0,75 fois 0,75 fois I, vous trouvez que votre intensité, elle a été multipliée par ce coefficient-là qui vaut 0,56 à peu près. Ok. Je crois qu'on a répondu à cette question-là au passage, qui est que l'angle d'incidence sur le deuxième vaut 50 et que du coup, après réflexion, on a le rayon qui va être parallèle et de sens inverse. Mais comment tu as fait à savoir que c'était 50 le premier alors je reviens là-dessus. Effectivement, j'ai peut-être été un petit peu vite.
Alors, on est d'accord que là, j'ai 40, d'accord? Parce que c'est égal. Loi de la réflexion. Ok. Là, j'ai dit, j'ai un angle droit, donc ici, j'ai 50 degrés, hein, parce que la somme doit faire 90. Ensuite, j'ai dit, je me place dans ce petit triangle-là. Vu que la somme des angles d'un triangle font 180, j'ai 180 qui est égal à 90 plus 50 plus celui-là que je cherchais. Ok. Donc j'ai 180 qui est égal à 140 plus x. Et du coup, c'est x qui vaut 40 degrés. Et après, je dis, par rapport à ma normale ici, si celui-là vaut 40, celui-là vaut 50. Je me complique peut-être pour rien, hein. Moi, c'est comme ça que que je raisonne, mais peut-être qu'il y a des manières, comment dire, plus rapides. Je ne sais pas s'il y en a qui ont fait autrement. C'est plus clair ou pas pour le pourquoi du 50, du 40? Ouais, ok. Ouais, merci. Ouais, il faut juste prendre un petit peu de temps pour faire sa géométrie. Mais dans cette série, il y a une petite astuce. Alors là, je ne l'ai pas utilisée, mais on aurait peut-être pu l'utiliser. Tu sais, c'est ça. Faut se souvenir que cet angle, quand tu as deux trucs parallèles, et que tu fais comme ça, cet angle-là, tu le retrouves là. Bon, là, on ne l'a pas utilisé, mais voilà, il y a des petites astuces géométriques, comme quoi la somme des angles d'un triangle, ça fait 180, la somme des angles d'un quadrilatère, c'est 360, etc. Petite astuce de géométrie. Puis après, ouais, Non, dis-moi. pour cette question-là, on fait comment savoir que, par exemple, tout le monde vient réfléchir, il n'y a pas de réfraction? Est-ce qu'on doit savoir ça parce Ah, que c'est un alors miroir c'est ou... juste, ouais, exactement. C'est juste parce qu'on dit que c'est un miroir. Donc le miroir, il réfléchit tout. Alors, il réfléchit tout, mais hein, alors pourquoi c'est pas 100%? Ta question, c'est ça, non? S'il réfléchit tout, pourquoi j'ai que 75%? Ouais, ou si on doit seulement ignorer la partie qui vient... Ouais, je sais pas. Ouais, en fait, non, en fait, tu as raison, il n'y aura rien qui va être. Alors, ça, c'est un peu paradoxal. Tout à l'heure, je viens de vous dire que les rayons, quand j'ai un milieu transparent, je vais avoir un petit peu de rayons réfractés et une partie qui va être réfléchie, etc. Et après, je vous ai dit, le miroir, par définition, le miroir, il réfléchit tout. Alors, pourquoi je suis à 75% et pas à 100%? Bah, la question, c'est qu'en fait, oui, le miroir, il réfléchit tout. Si je prends miroir, donc par définition, hein, pour répondre à la question, Virginia, le miroir réfléchit tout, donc on se fiche de la réfraction. Mais alors pourquoi je ne suis pas à 100%? Bah parce qu'en fait, il va y avoir une certaine, on va dire 75% de la lumière qui va être réfléchie de manière précise, de manière, comme on dit, spéculaire, hein, on verra que c'est une définition à connaître, et puis je vais avoir 25% de la lumière qui va être réfléchie de manière un petit peu plus aléatoire. Voilà. De manière diffuse, comme on dit, hein, parce qu'aucun miroir n'est parfait. Ok. Bon, et puis là, je m'étais dit, est-ce qu'on peut rajouter une petite question? Si j'ajoute un miroir du côté à droite, là, de la même hauteur que celui-là, par où va sortir le rayon? Est-ce qu'il va sortir par là ou par là? Vous verrez qu'en fait, si on part du principe qu'il fait de la même hauteur, ce miroir, je suis obligé de le mettre plus à droite pour que mon rayon initial puisse passer par-dessus, hein, parce que je vous rappelle que quand même, ce rayon, il doit pouvoir passer. Et vous pourrez répondre à la question. Voilà. Alors, celui-là, je pense qu'il est bien à connaître parce que bon, c'est vraiment l'application de Descartes. Alors, c'est quoi la réponse du coup? La réponse, je ne l'ai plus en tête. Alors, la réponse, c'est que si ton miroir, du coup, tu es obligé de le mettre un petit peu trop à droite pour que ton rayon initial il passe. Hein, tu es d'accord pour que celui-là il passe. S'il fait la même taille, tu es obligé de le décaler un petit peu à droite. Et du coup, enfin à droite, c'est-à-dire de telle sorte à ce que cette longueur-là
soit plus grande que cette longueur-là. Hein. Du coup, ton rayon, il va taper ici plus haut, il ne va pas taper sur cette ligne-là. Et du coup, quand il va se réfléchir, normalement, il va sortir ici. Si tu mettais le miroir à une dimension plus courte, ici par exemple, bah, il taperait ici, ensuite ici, et ensuite il sortirait. Mais on ne peut pas faire ça avec un miroir qui fait la même taille que le miroir initial, parce que sinon ton rayon là, il ne pourrait pas passer. Bon, vous prenez pas trop la tête avec ça, hein. C'était juste que j'avais envie de rajouter quelque chose et puis je voyais pas trop quoi rajouter alors. Mais c'est mal posé comme question, vous prenez pas trop la tête avec ça. Bon, maintenant, si j'ai un échantillon d'indice n inconnu et que je veux mesurer cet indice, comment je peux faire? Alors, je vais vous dire 3 méthodes et il y en a une qui va être incorrecte. Après, on répondra à la question. Hein. Vous allez me dire laquelle est incorrecte. Méthode 1, je fais lancer un rayon ici et je mesure la déviation avec le rayon en sortie ici. Méthode 2, j'impacte le rayon ici et je mesure la déviation avec le rayon qui est à l'intérieur. Méthode 3, je fais impacter le rayon dans un échantillon que j'ai taillé en forme de triangle et je mesure la déviation à l'extérieur ici. Alors, bon, ma question sondage ne va pas marcher, donc vous pouvez répondre dans le chat si vous voulez bien. Il y a une de ces 3 méthodes qui est incorrecte, qui ne me permet pas de déterminer l'indice n. Laquelle? Alors, il y en a qui proposent la 3, il y en a qui proposent la 1. Bon, est-ce que quelqu'un a proposé la 2? Je ne sais pas. Bon, ça se partage entre la 1 et la 3, manifestement. Ouais. Alors, pour faire le lien avec l'exercice, qu'est-ce qu'on est en train de faire dans cet exercice, en fait? Dans cet exercice, ce qu'on fait, c'est on fait la méthode 2, hein, qui est correcte. On arrive, on prend une certaine incidence hein, par rapport à la normale, 40 degrés. Mon milieu est plus réfringent que l'air ou que le vide. Et du coup, le rayon se rapproche de la normale, 21,2 degrés. Voilà. Donc, avec mon Descartes, qui me dit que sinus 40 fois l'indice de l'air qui vaut 1 est égal à sinus 21,2 fois l'indice que je cherche. Je fais le rapport des sinus. Hein. N, ça vaut sinus 40 sur sinus 21 et ça me donne la bonne réponse. Bon. Mais en fait, j'aurais pu aussi, il y a des formules qui sont plus compliquées, mais quelque part, expérimentalement, c'est peut-être plus facile de mesurer une déviation à la sortie. Hein. En fait, à moins que vous ayez un rayon laser, vous aurez du mal à faire la méthode 2. Donc, ce sera peut-être plus facile expérimentalement de mesurer la déviation avec le prisme. Je dis bien expérimentalement, mais les formules seront compliquées. D'ailleurs, les formules du prisme, elles ne sont plus dans le formulaire. Ça fait l'objet d'un exo, mais voilà. Alors, la 1, par contre, est incorrecte. La 1 ne me permettra rien de faire. Pourquoi? Quelqu'un veut expliquer pourquoi? Non? Bon, alors ceux qui ont répondu qu'effectivement, c'était pas correct, c'est juste. Ouais, c'est ça, les angles sont identiques. Hein. En fait, ça, c'est ce qu'on appelle des lames parallèles. Si vous avez des lames parallèles, le faisceau va être dévié ici, mais il va ressortir parallèle. Hein, il n'y aura pas de déviation par rapport… en sortie, je n'aurai pas de déviation. Donc, ça ne sert à rien de mesurer quoi que ce soit. Vous n'aurez jamais de déviation.
Voilà. Alors pourquoi? Parce qu'effectivement, on a si on fait nos formules, on a le sinus I1 qui est égal à n fois sinus I2, mais ce n sinus I2, si je le mesure ici, j'ai le même angle, hein, les angles internes, cet angle-là, c'est égal à cet angle-là. Du coup, si j'applique ma loi de Descartes de l'autre côté, je me retrouve exactement avec le même n sinus I2, et du coup, ça me dit que cet angle ici, Y, sera égal à l'angle X, et du coup, ça prouve qu'il n'y aura pas de déviation. Alors là, quand on faisait sinus 40 sur sinus 21, on trouvait une de ces réponses, je ne sais plus trop laquelle c'était, mais voilà. Ok, c'est bon pour cette question-là. Bon, je pense que là, c'était Descartes, mais c'est vraiment important de le comprendre, mais normalement, ça ne pose pas trop de soucis. Alors, voilà, l'analyse dimensionnelle. Donc là, vous aviez besoin déjà des formules. Hein. Donc, ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous voyez, B il varie en fonction de x et de temps, avec une constante B0. Ensuite, ça varie en fonction de x et du temps. Et puis, voilà, ça, c'est une constante. Donc là, on vous parle de densité moyenne. Voilà. Donc ça, il faut utiliser cette formule-là. Hein. Donc, vous voyez qu'on se fiche de savoir oméga, K, etc. Hein. On aurait pu avoir oméga via lambda et tout, mais en fait, c'est quelque chose dont on n'a pas besoin, qui ne fait pas varier l'énergie moyenne. Hein. Ça va dépendre de B0. Donc là, mon énergie moyenne, c'est 1/2 de epsilon 0 E0 carré, sauf que E0 est égal à CB0, j'ai utilisé ça. Et du coup, c'est égal aussi à 1/2 de epsilon 0 C2 B0 carré, qui est égal à 1/2. Et epsilon 0 C2, ça vaut 1 sur mu0. Voilà. Et là, je me suis embêté pour rien, parce que cette formule, normalement, elle est aussi quelque part dans le formulaire, il me semble. Voilà. Donc, vous faisiez 1/2 de 1 au carré sur mu0, et mu0, vous alliez le chercher dans le formulaire, 1,26 10-6. 10-6, je le passe au numérateur, il devient 10 puissance 6. Du coup, ça faisait grosso modo, alors 1 divisé par 2 divisé par 1,26, ça fait à peu près 0,398 fois 10 puissance 6. Et c'est quoi l'unité standard? C'est une densité moyenne d'énergie, donc ça va être des joules par unité de volume par des mètres cubes. Voilà, ça c'est mon unité standard. Une énergie volumique, ça va être des joules par mètre cube, on est d'accord. Donc si je mets ça de manière en écriture scientifique, 3,98 fois 10 puissance 5 joules par mètre cube. Est-ce que je retrouve cette réponse ici? 3,8 10 puissance 5, alors oui, j'ai là, mais je n'ai pas des joules par mètre cube. Donc, est-ce que ça correspond à des joules par mètre cube? On va voir. Là, j'ai quelque chose qui ressemble, j'ai des joules par kilomètre cube. Mais par contre, je n'ai pas du 10,5, j'ai du 10,14. Alors, à votre avis, si j'ai 3,95 10 puissance 5 joules dans un mètre cube, dans un kilomètre cube, j'en aurai combien? Bah, ça, c'est les conversions. 1 mètre, c'est 1000 mètres. Donc, 1 kilomètre, c'est 1000 mètres. Donc, dans 1 kilomètre cube, vous avez 1000 au cube mètre cube. C'est-à-dire qu'en gros, dans 1 kilomètre cube, vous avez 10 puissance 9 mètres cubes. Donc, si dans chaque mètre cube, j'ai cette quantité d'énergie, dans un kilomètre cube, j'en aurai 10 puissance 9 fois plus.
Et quand vous multipliez 10 puissance 9 par 10 puissance 5, vous trouvez bien 10, 14. Donc ça, c'est correct en fait. Vous voyez, moi je trouve que c'est plus facile. Je veux dire, je calcule quoi? Je calcule une énergie volumique, donc des joules par mètre cube. Pour moi, c'est plus logique de valider en premier lieu l'AC. Parce qu'on sait que c'est qualitativement, c'est bon. Enfin, c'est du joule par mètre cube, c'est d'énergie volumique. Après, est-ce que la réponse est juste numériquement? En faisant une petite conversion de kilomètre cube à mètre cube, on voit que c'est juste. C'est bon le raisonnement pour passer du résultat qu'on trouve ici à l'AC? Oui, c'est bon. Ok. Alors après, on a cette unité qui est bizarre, qui fait intervenir des kilos. Et pour ça, comment je peux savoir si c'est juste? En gros, mes joules ont été transformés par une unité où il y a des kilos. Donc la question, c'est, en fait, quand vous voulez convertir des unités, pensez à des formules simples que vous connaissez, qui font intervenir les deux grandeurs. Donc là, quelle formule? Cherche une formule qui associe une énergie en joules à une unité de masse en kilos. Quelqu'un voit une équation qu'on a vue au début de l'année qui lie l'énergie et la masse? Non? Bah, on a E égale mgz, mgh, l'énergie en joules qui vaut mgh. Donc autrement dit, les joules, c'est aussi égal, enfin l'unité des joules, je mets égal là, c'est égal à des kilogrammes fois g, c'est des mètres secondes moins 2, c'est une accélération, fois des mètres, donc des mètres carrés secondes moins 2. Ok? Donc moralité, quand je fais des joules par mètre cube, c'est égal à des kilomètres carrés seconde moins 2 divisé par des mètres cubes. Autrement dit, les joules sont aussi des kilogrammes mètre moins 1 seconde moins 2. D'accord. Enfin, les joules par mètre cube sont aussi des kilogrammes mètre moins 1 seconde moins 2. Ok? Vous voyez comment je suis passé de là à là? Donc, les kilogrammes mètre moins 1 seconde moins 2 sont aussi des joules par mètre cube. Et donc, la valeur 3,98 10 puissance 5 est correcte. Alors maintenant, est-ce que ces deux unités sont correctes avec toujours ce 3,98 10 puissance 5? Alors pour ça, le plus simple, c'est de voir la formule où le champ électrique intervient directement. Donc là, on a du epsilon 0 E2. L'unité de E0, c'est du volt mètre moins 1. Et vu que c'est au carré, je mets ça au carré. Et l'unité de epsilon 0, on va la chercher dans le formulaire, c'est du coulomb carré, newton moins 1, mètre moins 2. Donc du coulomb carré, mètre moins 1, attends, c'est ça? Coulomb carré, newton moins 1, newton moins 1, mètre moins 2. Mètre moins 2, je le mets là, newton moins 1, ok? Je développe ça, ça me fait du volt carré, mètre moins 2, ça va me faire mètre moins 4, newton moins 1, coulomb carré. Coulomb carré, c'est bon. Mètre moins 4, c'est bon. Volt carré, c'est bon. Newton moins 1, c'est bon. Ils y sont. Et vu que c'était la formule qui donnait l'unité, qui m'a donné mon 3,98 10 puissance 5, c'est bon. Donc la B est juste aussi. Hop là. Et puis la A, comment je fais? La A, ce que je fais, c'est que tout simplement, je vais partir de la C, de la B qui est juste. Non, au plus simple. Ouais, plus simple. Là, ah non, parce que vous voyez, là, le problème, c'est que mon mu0, si je veux utiliser cette formule-là, je vais avoir mon mu0 qui, là, le mu0, vous voyez, l'unité est donnée en ampères. Et moi, je n'ai pas envie d'avoir des ampères parce que je ne les trouve pas ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais partir de celle-ci que je sais être juste et je vais tout simplement remplacer les volts mètre moins 1. Les volts mètre moins 1, je vais les remplacer par donc l'unité de E, vu que E,
égale CB. Les volts moins 1, je vais les remplacer par l'unité de C, donc des mètres par seconde, hein, une unité de vitesse, fois des Tesla. OK? Donc, je répète, mes coulombs carrés N-1, M-4 volts carrés, c'est des coulombs carrés Newton-1, volt mètre-1 au carré, fois des mètres-2. Hein. Vous voyez que si je développe ça, coulomb carré Newton-1, volt par mètre au carré, ça me fait bien volt carré mètre-2. J'ai rajouté un mètre-2 pour retomber sur le mètre-4. D'accord? Et ce volt mètre-1, j'ai dit que je pouvais le remplacer par ça, par du mètre seconde moins 1 Tesla. Moralité, ça va me faire du coulomb carré Newton-1, mètre seconde moins 1 Tesla au carré fois des mètres moins 2. Et quand vous développez tout, vous allez avoir les mètres carrés qui se simplifient. Hein, M2, M-2, ça va simplifier. Je vais me retrouver avec des Tesla carrés, seconde moins 2, coulomb carré, Newton moins 1. Donc c'est bon. C'est la A, ça. Donc je dirais que c'est bien à faire en termes d'exercice pour voir, comment dire, parce que ça vous permet de faire le lien entre des formules. Ah ouais, tiens, je connais une énergie qui fait intervenir la masse, je connais une formule qui fait relier le champ électrique au champ magnétique. Vous voyez, comme ça, vous savez exactement les formules. En gros, je pense que cet exercice, au moins, ça aurait le mérite de vous faire, comment dire, visualiser un peu quelle formule vous avez à votre disposition dans le formulaire. Vous voyez? Juste une question pour le début. Le joule par mètre cube, c'était d'où? Alors, en fait, c'est juste que tu veux une énergie par unité de volume. Donc, tu prends l'unité standard d'énergie, qui est le joule, et l'unité de volume standard, qui est le mètre cube. Donc, ton résultat que tu as eu, quand tu as trouvé 3,98 10 puissance 5, mais c'est quoi l'unité? C'est l'unité standard d'énergie volumique. Donc, par définition, l'énergie volumique, le plus simple, c'est des joules par mètre cube. D'accord? Mais le problème, c'est que ici, tu avais des joules par kilomètre cube. Et dans un kilomètre cube, tu as beaucoup plus d'énergie que dans un seul mètre cube. Dans un kilomètre cube, tu as 1 milliard de mètres cubes, donc tu as 1 milliard de fois plus d'énergie. C'est pour ça que notre 3,98 10 puissance 5, on l'a multiplié par 1 milliard pour savoir l'énergie qu'il y aurait dans un kilomètre cube. OK? Ouais, j'ai compris, merci. En gros, si tu veux, l'idée, c'est de se dire, la grandeur que je cherche, c'est une énergie volumique. Donc, le chiffre que j'ai trouvé est forcément correct en utilisant l'unité standard, qui est le joule pour l'énergie et le mètre cube pour le volume. Après, tu peux aussi te dire, ah bah tiens, j'ai utilisé cette formule-là, donc l'unité, ça va être l'unité d'epsilon 0 fois l'unité de E au carré, et à ce moment-là, tu avais tout de suite la réponse B. Alors, la réponse A, on aurait pu la trouver aussi en utilisant la formule avec B qu'on a ici. Et puis après, en remplaçant, le problème c'est que mu0 faisait intervenir l'intensité. Du coup, il fallait utiliser une formule qui utilise l'intensité en coulomb par… Ah bah oui, c'était facile en fait. J'aurais pu faire ça. Et après, j'aurais eu des ampères. Mais des ampères, c'est des unités de charge par unité de temps. Je suis bête. Des coulombs par seconde. Donc ouais, ça marchait très bien. C'est peut-être plus simple d'ailleurs que ce que j'ai fait. Hein, si vous voulez, la A, si vous voulez la montrer plus simplement, vous utilisez juste cette formule-là. Et après, dans l'unité de mu0, les ampères, vous les remplacez par des coulombs seconde moins 1, ça marchera, ça sera plus rapide. OK? Alors, celle-ci, quand je disais de se méfier des définitions, là, on est bien là-dedans. Donc, on a une onde électromagnétique, elle se propage suivant une direction OX.
Donc, pour l'instant, ça ressemble à la dia du cours, mais on verra que ce n'est pas tout à fait ça. Le champ magnétique, ouais. Donc, B, il est uniquement sur OY. Hein, donc, ça veut dire qu'il peut varier comme ça, hein, sur X, mais en tout cas, ce vecteur, le vecteur B, sera uniquement suivant OY. Donc là, c'est B. Hein. Et puis E, par contre, on sait qu'il est perpendiculaire à B et en phase, et du coup, E, il sera comme ça, hein, sur l'axe OZ, parce que E est perpendiculaire à B. Alors, est-ce que l'onde est polarisée circulairement? La réponse est non, parce que si je regarde les variations de E ou de B, bon, on va prendre E parce que c'est dans la définition, c'est comme ça que c'est dit, vous voyez qu'en fait, les variations de E ne seront que dans le plan O, X, Z, hein, ils ne seront que dans ce plan-là. Donc, tous les vecteurs E, en fait, décrivent un plan. Donc ça, c'est une polarisation qu'on dit linéaire. Hein. Si E oscille dans un plan fixe, on dit que l'onde est polarisée linéairement. Donc là, E est effectivement, tous les vecteurs E sont confondus dans le plan OXZ, donc l'onde n'est pas polarisée circulairement, mais plutôt linéairement. La direction de polarisation est dans la direction X. Alors, attention, définition. Hein. La direction X, c'est la direction de propagation. Donc, il ne faut pas confondre la direction de propagation et la direction de polarisation. La propagation, effectivement, c'est l'axe X, mais la polarisation, par définition, ne me demandez pas pourquoi c'est comme ça, la définition, c'est la direction du vecteur champ électrique. D'accord ? Donc, vous prenez le vecteur champ électrique, vous voyez qu'il est toujours dirigé sur OZ, donc la direction de polarisation, c'est OZ et pas OX. Le champ électrique varie uniquement dans la direction Z. Alors, moi, je me suis planté sur celle-ci. Au début, j'avais dit juste. En fait, c'est comment dire, c'est assez piégeux. Hein, c'est très, très piégeux. Effectivement, le champ électrique qu'on a représenté ici, vous voyez qu'il varie en fonction de la position X. Hein. Je vais avoir E, la norme de E, qui varie en fonction de X et de T. Hein. Donc, le champ électrique varie. Pourquoi c'est pas Z? Enfin, oui, voilà. Alors, c'est là où j'en viens. Par contre, il est juste de dire que la direction du champ électrique est uniquement portée par l'axe OZ. Tu vois, moi aussi, je l'avais compris comme ça au début, celle-ci, mais en fait, c'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention à la formulation. Il est juste de dire que la direction de E est uniquement portée par l'axe OZ. Hein, tous les mots sont importants. La direction de E est uniquement portée par l'axe OZ, mais le champ électrique, et en particulier la norme du champ électrique, varie en fonction de X et du temps. Mais donc, il ne varie pas uniquement en fonction de la position Z. Et d'ailleurs, a priori, il ne varie pas en fonction de... Du coup, ça veut dire que quand il demande le champ, on regarde par rapport à la propagation, et quand c'est la direction, c'est la polarisation. Enfin, en fait, non, pour le champ, c'est les deux. Du coup. Ouais, c'est ça. Alors, le champ électrique, ça va être... C'est pour ça que je dis que c'est un peu ambigu, là. Okay. Parce que s'il avait dit la direction du champ électrique... C'était juste polarisation, donc juste en... En fait, la direction du champ électrique, elle varie juste pas. Elle ne varie pas. C'est toujours aux Z. Hein. Mais s'il avait dit la direction du champ électrique, la question aurait été au sujet de la direction, quelle est-elle? Quelle est cette direction? Parce qu'elle varie pas. Enfin, si, pour une onde polarisée circulairement, elle varie. Mais, Ok, merci. Mais ouais, je suis d'accord. Là, je sais pas quoi dire parce que je trouve que je trouve que la réponse est un peu au bon vouloir de la personne qui a fait la correction parce que selon comment on la comprend,
Mais oui, c'est vrai que si on est rigoureux, le champ électrique, ouais, il varie suivant OX, hein. Tu es d'accord? Ma fonction cosinus, là, ce serait E de x de t égale E0 sinus oméga t moins kx. Hein. Ouais, ça je vois. Ouais, merci. Mais bon, je suis d'accord que ça portait un peu à se faire piéger, ça. Et D, en superposant cette onde avec une onde dont la direction du champ électrique varie toujours dans la direction Z, on obtient une onde polarisée circulairement. Eh bien, justement pas, parce qu'en fait, on a déjà ça. On a déjà une onde dont la direction du champ électrique varie toujours dans la direction Z. Attends. Ah non, attends, je m'embrouille, attends. Là, c'est exactement le même problème que tout à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire une onde dont la direction du champ électrique varie Mais là, la polarisation, elle est toujours en Z, non? Bah, pour moi, c'est comme ça que je l'ai compris, mais je viens de me rendre compte qu'on vient de dire dans la C que c'était pas le cas. Alors, Ouais, mais dans la B, ouais, je sais pas. varie toujours. Bon. Bon, je pense que c'est ça que ça veut dire, la D, c'est-à-dire qu'en gros, la direction du champ électrique est toujours portée par OZ. À mon avis, moi, c'est comme ça que je le comprends. Je crois que c'est ça qu'ils disaient dans la correction. Bon, en gros, si je veux une onde polarisée circulairement, il n'y a pas 50 000 solutions. Il faut juste que j'utilise voilà, superposition de deux ondes polarisées linéairement, l'une dans le plan vertical, l'autre dans le plan horizontal, et déphasées de 90 degrés. Donc en gros, il faut que je prenne la même chose, sauf qu'il faut que j'inverse E et B. Hein, il faudrait que j'ai une onde comme ça, mais l'inverse, hein, avec E qui est dans OXY et B qui est dans OXZ. Et qu'en plus de ça, je la déphase de 90. C'est-à-dire qu'en gros, je la fasse avancer dans le temps. Voilà. Donc, si vous avez encore une onde où E est polarisé sur OZ, ça ne va pas marcher. Il vous faut un E qui soit polarisé sur OY. On est d'accord? Ok, mais juste ça correspond à quoi, à décaler de 90, enfin alors, ça veut dire que en gros, tu es d'accord que là, E et B sont en phase. Oui. Eh bien, tu vas prendre... Attends, je vais essayer de faire un truc. Ah, du coup, on décale les minimums et les maximums de juste... Ouais, exactement, c'est ça. Voilà, donc en gros, pour ceux qui ont pas compris... En gros, tu prends ton onde là. Alors bon, on va imaginer que pour le coup, sur la deuxième image, les couleurs soient inversées. C'est-à-dire qu'il faut que, vous avez bien compris qu'il faut que sur ma deuxième image que j'ai mis là, il faut que E soit en bleu et B soit en rouge. Hein. Et ce que je fais, c'est que je viens décaler les min et les max. Hein. Je viens décaler ça vers l'avant. Je vais faire coïncider les max avec les min et les min avec les max. Ok. Ok, le prisme. Alors. J'ai juste une question par rapport à celui d'avant. Dis-moi. Tu vois, quand ils disent que la direction du champ magnétique est uniquement selon l'axe Y, elle ne peut pas être seulement selon l'axe Y, elle varie aussi selon l'axe X. Alors, c'est dans la correction qu'il dit ça. Hein. Non, là, sur l'exercice 6 en soi, là en haut, ça dit que la direction du champ magnétique est uniquement selon Y. Oui. Mais vu que le champ électrique ne peut pas varier uniquement dans la direction Z, parce qu'il est dans le plan X ou Z, le champ magnétique aussi, il est dans le oui, alors c'est pour XY.
c'est pour ça que je trouve qu'il faudrait juste utiliser deux mots. Il faudrait juste dire la direction du champ est, au lieu de dire varie dans, il faudrait dire la direction du champ est. Et d'ailleurs, c'est bien dit dans l'énoncé. Là, pour le coup, dans l'énoncé, c'est clair. C'est que la direction du champ magnétique est uniquement la direction OY. C'est-à-dire que tes vecteurs B, ils seront uniquement parallèles à l'axe OY comme ça. Mais je suis d'accord que la norme de B va varier en fonction de X. Mais tes vecteurs sont des flèches et les flèches seront toujours parallèles à l'axe OY. Tu vois? Donc la norme de B est fonction de X et du temps, mais en tant que vecteur, il sera toujours parallèle à l'axe OY. Ok, alors pour moi, la C aurait dû être vrai. C'est ça? Bah, le champ électrique va. Là, je comprends que tu aies des soucis parce que moi aussi, j'ai des problèmes de vocabulaire pour cette question et pour d'autres questions. C'est vraiment c'est très très piégeux ce vocabulaire. Moi, j'aime pas trop, hein, mais le champ électrique Ok. varie uniquement dans la direction Z. Tu vois, là, le problème, c'est que là, on disait la direction du champ magnétique est uniquement selon X. C'est est le verbe. Alors que là, on ne parle pas de la direction. Là, on ne parle plus de la direction, on parle du champ. On parle du champ, on ne parle pas de la direction, première différence. Et deuxième différence, on ne te dit pas est, on te parle de la variation. Elle varie. Donc si tu vois E, certes, E, la direction de E est toujours l'axe au Z, mais E varie. Les variations de E dépendent de X. Ok, je vois mieux la subtilité. Ouais. Mais alors, c'est vraiment. Ok, Ouais. merci. Moi, je m'en méfierais parce que je pense que ça peut quand même tomber, même si c'est mal formulé. Je te rassure, moi, je m'étais planté sur cette série quand je l'ai fait la première fois en première année. Je me suis replanté quand j'ai fait l'exo tout à l'heure, là, avant, pour préparer ma série. C'est très, très piégeux comme formulation parce que. On peut très bien avoir compris ce qui se passe en faisant ce schéma, tout juste. Et après, quand on passe aux questions, on se dit, ah bah, je comprends pas, j'avais vu ce qui se passait, mais c'est juste que j'avais pas utilisé les bons mots. Ou pareil, méfiez-vous beaucoup de la direction de polarisation et la direction de propagation. C'est pas pareil, hein. La direction de polarisation, c'est eux qui la définit, donc là c'est au Z, alors que la propagation, bah, c'est juste comment ça se propage. Ok. Désolée, Ok, juste merci. une autre question sur cette question-là. En fait, pour avoir une onde polarisée circulairement, est-ce que c'est seulement en utilisant la partie, le champ électrique, on peut faire la même chose avec le champ magnétique aussi? Oui, alors en fait, tu auras toujours un champ magnétique qui est perpendiculaire et en phase avec ton champ électrique, tu vois ici. Les deux sont indissociables, hein. Quand tu as un champ E ici en rose, tu as un champ B qui lui est perpendiculaire et qui est là aussi. Donc en fait, tu n'as pas le choix. C'est-à-dire qu'en gros, ce que tu fais, alors, je suis d'accord que mon schéma est pas au top au niveau des couleurs là, mais tu vois, ce que tu fais, du coup, je vais changer les couleurs, c'est que tu prends un champ électrique maintenant qui varie comme ça, hein. Tac, 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 j'inverse tout. Tu prends un champ. Voilà, donc ça c'était mon champ magnétique. Maintenant, tu prends un champ électrique qui varie comme ça. Donc en gros, tu viens inverser les rôles de E et de B que tu avais avant, hein, sur le schéma qui est juste en dessous. Et tu viens ensuite, comme on l'a dit, décaler un peu vers l'avant l'un des deux et tu superposes tout ça. Et ça, là, ça te donnera ça. Mais tu auras toujours les deux. Tu vas avoir E qui tourne comme ça en avançant, et puis tu vas avoir B qui va faire pareil, mais qui sera perpendiculaire à chaque fois. En gros, c'est un peu compliqué à dessiner, mais en gros, regarde, tu vas avoir E qui fait comme ça, qui tourne à la caméra, là, je le fais, tac. Et à chaque fois, tu vas avoir B qui est perpendiculaire, mais le tout tourne en fait. Tu vois, le tout tourne.
Ok, mais alors du coup, pour avoir une onde polarisée circulairement, on doit avoir la même direction de propagation et aussi on doit avoir le décalage et être perpendiculaire. On doit avoir trois choses pour que ça marche. Alors, le fait que E soit perpendiculaire à B, ça c'est toujours vrai. Ça, Ouais. c'est une propriété, donc il n'y a pas besoin de le valider. Ce qu'il faut valider, c'est que… Ah oui, pardon, ce qui est perpendiculaire, effectivement, tu dois avoir ta première onde qui a un E comme ça, et la deuxième onde qui a un E comme ça. Donc, effectivement, les deux ondes que tu superposes doivent avoir une direction de polarisation qui soit perpendiculaire. C'est-à-dire que l'une a un E comme ça, l'une a un E comme ça. Mais du coup, ça veut dire que l'une a un B comme ça et l'autre le B comme ça. Hein, vu que B à chaque fois est perpendiculaire. Et en plus, tu dois avoir ce déphasage. Ouais. Voilà. Ok, merci. Mais du coup, pour la polarisation circulaire, il faut 2 ondes. Donc, toi, on en a 4. Enfin, si tu as la B et la E, ça Ouais. fait 2. Et tu doubles 4. Oui, alors après, on dit deux ondes parce que dans le sens où E étant indissociable de B, on parle d'une onde en fait. Ok. Et quand tu dis polarisation, c'est par rapport à la direction. Enfin, ça correspond à quoi, polarisation? Ah, bah en fait, c'est ce que je disais, c'est qu'il faut juste retenir la définition. La polarisation, c'est l'axe du champ électrique E. Tu vois. Donc là, si je prends un vecteur E, ça me donne une flèche qui va vers OZ. Donc ma direction de polarisation, c'est l'axe OZ. Point. Ok, donc la polarisation n'est jamais égale à la direction de propagation, mais elle y est perpendiculaire. Oui, pour une onde électromagnétique. Après, je crois qu'il existe certaines ondes où tu peux avoir des qui se propagent et qui, pour une onde longitudinale, alors pas les ondes électromagnétiques, mais pour une onde longitudinale, hein, tu sais que la déformation se passe, tu sais, ça oscille dans la direction de propagation, mais pas pour une onde électromagnétique, effectivement. Ok, Les ondes merci. électromagnétiques étant transversales, forcément que la polarisation est perpendiculaire, toujours perpendiculaire à la propagation, à la direction de propagation. Ok. C'est la définition d'une onde transversale, hein. C'est que la direction de propagation doit être perpendiculaire à la polarisation. Ok. C'est bon pour celle-ci, on passe à la suite. Alors, le prisme. Qui a trouvé dur le prisme dans le chat? Ah, il y a quelqu'un qui a posé une question sur le… Ah oui, c'est… de manière générale, ne faut-il pas simplement se méfier des uniquement? C'est le terme uniquement le problème, vu que la variation dépend de X, effectivement. Hein, tu as tout à fait raison. Il faut se méfier des termes uniquement. Déjà, ça c'est clair. Mais alors oui, il faut s'en méfier. Je reviens à la question, c'était par rapport à la question d'avant, bien sûr. Il faut s'en méfier, mais ça ne veut pas dire que c'est faux, parce que tu vois, si j'avais dit, là, tu vois, oui, je suis d'accord que les uniquement et toujours, il faut s'en méfier. Mais là, il est vrai de dire que la direction de B est toujours parallèle à OY. La direction de E est toujours parallèle à l'axe OZ. Donc tu vois, il y a quand même une réalité derrière ce toujours, derrière ce uniquement. La direction de E est uniquement l'axe OZ. Point, c'est juste. Mais les variations de la norme dépendent de X, tu vois. Donc c'est ça en fait qui nous a piégés, la plupart d'entre nous, c'est qu'on s'est dit mais oui, c'est uniquement l'axe Z parce que c'est la direction de polarisation, donc E il est toujours uniquement porté par l'axe Z, c'est vrai, mais sa norme varie des autres directions. Et ah oui, alors il y a des messages de ceux qui ne peuvent pas parler, message de A. Tu peux répéter juste d'où il sort U0 dans la formule. Alors ça devait être l'exo d'avance. Hein. U0. Mu0. Ah, le mu0, pardon. Le mu0, alors, c'est pas dans ce formulaire-là, mais en gros, le fait que l'énergie varie en B0 carré sur mu0, vous avez un autre endroit dans le formulaire où c'est marqué.
Et si ce n'est pas le cas, on l'a en fait en transformant le epsilon 0 E0 au carré, en remplaçant le E0 par B sur C. Et en fait, epsilon 0 sur C, du coup, tu te retrouves avec epsilon 0 sur C2. Et epsilon 0 sur C2, avec cette formule, tu te rends compte que ça fait 1 sur mu 0. J'espère que ça répond à ta question. Alors, je vais lancer un sondage. Voilà. La question est, est-ce que vous avez trouvé dur le prisme? C'est anonyme, hein, bien sûr. Hein. Est-ce que vous avez trouvé dur le prisme ou est-ce que vous avez trouvé facile? Alors, il y en a qui n'ont pas trouvé dur. Il y en a qui ont trouvé dur. Ouais, quand même. Hein. Ouais, voilà, donc vous avez quand même trouvé dur. Hein. C'est pour vous rassurer. Hein, l'immense majorité a trouvé dur. En fait, je trouvais que le schéma, il embrouillait un peu. Ah, tu trouves? Ouais. Ah bah pas de bol, on va le reprendre là. Mais alors le seul truc qui est bon, on est d'accord, le prisme, c'est juste que j'ai 2 fois des cartes. 2 fois des cartes qui suivent, donc il suffit d'écrire les lois de Descartes et a priori ça fonctionne. Donc en soi, il n'y a pas de difficulté. Sauf le seul truc qui est dur, c'est en gros comment. En fait, il faut juste voir quel est l'inconnu, enfin quelles sont les données et quel est l'inconnu. Hein. Donc ma donnée initiale, c'est l'angle d'incidence alpha i. Ça, c'est une donnée. Hein. On vous dit, c'est combien? 50 degrés. Hein. Voilà, ça, c'est une donnée. Ensuite, il faut savoir quelle formule vous donne l'inconnu suivant. Donc là, vous êtes d'accord que je vais trouver alpha directement avec Descartes. D. Ensuite, alpha va me donner bêta. Bon, en fait, on vous a aidé, on vous a juste dit ça. On va voir pourquoi, mais en gros, on vous a donné qu'en gros, je peux avoir bêta en fonction de alpha avec une formule de géométrie que j'appelle G. Ensuite, bêta va me permettre de trouver gamma avec, encore une fois, ma relation de Descartes. Hein. J'ai directement l'angle incident par rapport à la normale ici. Je cherche l'angle réfracté ici. Donc, en fait, c'est vraiment, en termes, théoriquement, c'est simple. J'ai une donnée. À chaque équation, ça me transforme en une autre donnée. Et puis, en sortie, je vais trouver gamma, qui est l'angle réfracté, et qui est exactement ce qu'on me demande ici. Alors, après, on peut s'embrouiller. Vous avez dit, hein, dans la correction, l'esprit des physiciens, c'est de trouver une grande formule générale et d'appliquer plusieurs fois. Mais pour nous, je pense que c'est plus simple si vous voulez de faire séquentiellement. C'est-à-dire que vous faites déjà des calculs. Donc, et on va faire en gros en parallèle pour le rouge et pour le bleu, ou alors on peut faire l'un à la suite de l'autre. Donc, alpha i, pour l'un comme pour l'autre, j'ai une incidence de 50 degrés. Ensuite, à la calculatrice, vous faites sinus 50. Je ne sais pas combien ça vaut. Ça doit valoir probablement, je ne sais pas moi, s'il y en a qui arrivent à faire sinus 50 là, à la calculatrice. Moi, je n'ai pas la mienne. Et bon, bref, vous le faites à la calculatrice, ça vous donne une valeur. Ouais. J'ai 0,76. Enfin, 0,77 théoriquement. Okay. 0,766. Ok, 0,77, voilà. Donc voilà, tac, merci. Et ensuite, votre Descartes, il vous dit que votre sinus de votre 0,77, hein, votre sinus alpha 1, est égal à n fois le sinus alpha. Donc le sinus alpha, ça va être égal au sinus incident sur n. Donc pour aller de là à là, vous faites tout simplement diviser, alors pour le rouge, attention, diviser par 1,539, et pour aller de là à là, vous faites diviser par 1,554. Okay, et donc là, ça vous donne, effectivement, il faudrait diviser, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut le faire en parallèle, mais en gros, il faut faire cette opération-là. Ça vous donne probablement
quelque chose. 0,50. Ok, 0,50 pile. Parce que Oui, 0,50, 0,32. 50, 32. 0 encore, 32. Ouais. Non, il y a un 0 avant le 3. Ah, ok. Moi, comme j'ai pris le sinus de 50, bah, du coup, ça m'a fait 0,4977. Enfin, je sais pas si tu as pris. Ah, si on prend la valeur exacte. Oui. J'ai pas pris la valeur exacte, j'ai pris le Alors- 0,77. Alors, ce qu'on peut faire, c'est prendre, soit on prend la valeur exacte autant que possible, soit on va prendre 3 chiffres après la virgule, parce que vous voyez, là, on a 3 chiffres, et là, on a 3 chiffres. Et c'est important parce que la différence entre les deux indices, vous voyez, elle est très faible. Hein. Pour le rouge et le bleu, c'est très faible. Donc, Du coup, ça fait 0,49,8, du coup, si on ah prend ouais, le proche. d'accord. Donc, voilà, c'est important parce que, voilà, comme je vous ai dit, c'est un des rares exercices qui exige de la précision, hein, parce qu'on regarde une différence de choses. Et du coup, pour l'autre, je le fais. Ok. Du coup, ça fait 0,493. Ok, parfait. Voilà, pour passer de là à là, vous faites tout simplement sinus moins 1 de ce que vous avez trouvé ici. Hein, sinus moins 1 de 0,498 et sinus moins 1 de 0,493. Donc, ça vaut ce que ça vaut. Et ensuite, pour bêta, vous allez tout simplement faire 60 moins l'angle que vous avez trouvé. Hein, donc là aussi, là, c'est une opération qui est simple. Hein, c'est 60 moins alpha. Ensuite, ici, vous appliquez le sinus. Vous avez sinus bêta. Du coup, en fait, on devait faire sinus moins 1 de 0,498. Bah, Ouais. Du coup, j'ai trouvé 14,7. Ouais. Et pour l'autre, du coup, j'ai pas encore fait. Ok. T'es sûr que tu as trouvé 14? Ah, attention, attention à ce que votre calculatrice est en radian ou en degrés. Hein. Ouais, non, oui, ouais, voilà. Ouais, parce que moi, j'ai toujours utilisé les autres données, j'ai trouvé 30. C'était un peu trop différent. Moi aussi. Ouais, effectivement, on doit trouver 30 parce que le sinus de 30, c'est 0,5. Mais là, encore une fois, il va falloir être précis. Hein. Il va falloir utiliser au moins un chiffre ou deux après la virgule. Alors, moi, j'ai 29,867. Enfin, 868, pardon. Ok, et l'autre? Oh, j'y suis pas encore. Ok. Et du coup, l'autre, ça fait 29,53. 4. Enfin, si quelqu'un peut vérifier. Moi, j'ai 5, ça. 3, 4? Oui. Ok. 29,538. 5, 3, 8. Ok. Ok, bon, on va partir du principe que le travail de groupe va avoir juste. Ok. Donc là, je fais 60 moins ça, donc ça me fait, bon voilà, 30,132. Et ici, ça va me faire 30,462. Pourquoi 60 moins alpha? Alors, parce que bêta est donné par 60 moins alpha. Alors, tu voulais savoir pourquoi, peut-être? Oui. Alors, C'est un équilatre. Alors, c'est de la géométrie. Ici, tu es d'accord que j'ai 90 moins alpha, parce que j'ai un angle droit ici. Ici, j'ai 90 moins bêta. Bêta, ouais. J'additionne ces trois angles, 60 plus 90 moins alpha plus 90 moins bêta. Ça va faire 180. Voilà. Ok. Et tu vas te retrouver avec 60 plus 180 moins alpha moins bêta égale 180. Le 180, il simplifie. Et du coup, tu as 60 moins alpha moins bêta égale à 0. Du coup, bêta égale 60 moins alpha. Voilà un petit peu le pourquoi. Mais ça, c'était, comment dire, c'était un petit peu une difficulté géométrique. Et c'est pour ça qu'on vous aidait, là, on vous le donnait.
Mais juste, pourquoi est-ce que... Enfin, pourquoi c'est 90? Ah, bah parce qu'en fait, par définition, ça, c'est ta normale, ça. L'angle est pris par rapport à la normale. Donc ça, c'est un angle droit. Donc ici, si tu avais alpha, ici, tu as 90 moins alpha, parce que, tu vois, pour que alpha plus 90 moins alpha, ça fait bien 90. Tu as un angle droit ici. Mais je trouve qu'on Entre, comprend mieux avec la phrase qu'avec le schéma, justement. Enfin, par rapport à la normale de la phase. Enfin, je sais pas. avec la phrase, c'est-à-dire? C'est écrit par rapport à la normale de la phase d'entrée, alors que sur le schéma, on est un peu obligé de. Enfin, je sais pas. Je sais pas. Ah, t'as l'impression que c'est pas que la perpendiculaire, que ça, c'est pas la normale. Enfin, oui, au début, j'ai eu du mal à voir avec tous les angles, en fait. Enfin, du coup, Ah oui, d'accord. Donc oui, on est d'accord qu'en pointillé, c'est les normales à chaque fois, hein. D'abord, ça, c'est la normale. Et je vais dessiner en couleur peut-être, effectivement. Mon rayon lumineux, je vais le dessiner par exemple le rayon bleu. Il arrive ici. Tac. Ensuite, il se resserre ici. Et puis, il ressort ici, hein. Et ce que je fais à chaque fois, c'est des trucs qui servent à la construction, mais c'est pas des rayons, les pointillés. C'est normal. Mais les normales, on les trouve comment? Alors, les normales, ça veut dire perpendiculaire. Donc, ce que tu fais concrètement, c'est que tu prends ton équerre, hein, si tu devais la construire, tu te mets au point d'impact du rayon et tu fais la perpendiculaire à la surface avec ton équerre comme ça et tu traces en pointillé. Ça nous sert à quoi, du coup? Ah bah, tu es obligé parce que c'est comme ça que tu repères tes angles. Dans la formule de Descartes, N1 sinus I1 égale N2 sinus I2. Les angles I1 et I2 sont pris par référence à la normale à chaque fois. Alpha et alpha 1 ici sont définis par rapport à l'écart, à la normale. Tu vois? Ouais, mais comment tu sais que tu prends... Là, par exemple, tu l'as pris à l'extérieur. Enfin, pourquoi tu ne prendrais pas à l'intérieur? Le plus grand des deux angles par rapport à la normale de nouveau. Alors, bah, parce que justement, parce que en fait, tu es obligé de prendre l'angle qu'il y a entre la normale et ton rayon, celui-là. Tu n'as pas le droit de prendre celui-ci, entre la surface et le rayon. Tu vois ce que je veux dire? Et tu peux pas aller... Ouais, ok, je vois. Voilà, tu es obligé de prendre tout ce qui est du côté de la normale. Donc là aussi, là, ça touche la normale et le rayon. C'est le seul angle que je peux faire qui soit entre la normale et le rayon. De l'autre côté, ça marche pas, ça touche ma surface et pas ma normale. Attention, la normale, c'est pas ça, hein. C'est pas la surface, hein. C'est justement ce qui est perpendiculaire à la surface. Ok, merci. Ça, c'est important parce que c'est un des seuls trucs sur lequel on peut se tromper, c'est de prendre l'angle, le mauvais angle, de prendre le complémentaire. Ça, ce serait une erreur parce que ça donnerait un résultat faux, quoi. Voilà. Donc, il y en a qui ont fait sinus de 30,132 ou pas? Non? Bon, voilà, après, vous prenez le sinus. oui, ça donne. Alors. Sinus 232, ça donne 0,501. Ok. Et le 30,462? Sinus de 506. Non, 0,506, pardon. 506, ok. Sinus bêta, voilà. Et puis, voilà. Et du coup, après, pour avoir sinus gamma, vous utilisez votre loi de Descartes qui vous dit que n fois le sinus de bêta, je remplace, hein, est égal à, alors il y a plus d'indice quand je suis sorti, fois le sinus de gamma. Donc le sinus de gamma, c'est égal à, vous multipliez par n, hein. En fait, là, vous devez juste multiplier par n, fois n. Donc ici, vous faites fois 1,539 et puis ici, fois 1,534. 554, pardon. Puis ça vous donne un résultat. Et puis après, vous faites le sinus moins 1 pour trouver gamma. Et puis vous trouvez ces résultats-là. Ok? Juste une question. Ouais. En fait, alors on n'avait pas besoin de savoir d'utiliser les longueurs d'onde qu'ils ont donné au début de la question.
Euh, Bah, là, je ne crois pas, non. Hmm, Je crois qu'on les donnait juste à titre d'information. Ok. À moins que je me sois trompé quelque part, mais je crois pas, parce que en fait, enfin, si tu veux, comment dire, ce qu'on te donne comme information sur le rouge et le bleu est aussi contenu dans le N. Tu as l'indice qui est différent pour les deux couleurs, tu vois. Pour le rouge, c'est ça, et pour le bleu, c'est ça. Et c'est cette différence de N pour les deux couleurs qui fait que si N est plus important pour le bleu, le bleu, il va être plus dévié que le rouge. Tu vois. Oui, 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 c'est justement pour savoir s'il y avait genre une autre formule avec le longueur d'onde ou... Mais ouais, je pense pas. Ouais, non, là, je crois que c'était pas nécessaire, hein. Victor, je suis désolée, tu peux juste dessiner le rayon, alors la lumière qui incide sur le prisme, et Tu puis veux... dessiner la normale pour Ok, que ça soit clair, là, ok, l'angle, parce que c'est ok. ça. Ok, alors, ouais, c'est que je vais prendre une nouvelle dia parce que là, on a gribouillé, là. Ok. Et puis par rapport au calcul, j'ai trouvé là, finalement, avec, voilà, avec les sinus des gamins, et puis Ok. T'as trouvé quoi, là? là, le Ah, pardon. Ça donne bien la A avec nos calculs? oui. Ok. Lui aussi, pareil. Ok, bon, la preuve que ça marche, alors parfait. Euh, alors, tu veux que je refasse, juste refaire le schéma comme tu m'as demandé? Alors, bon, ce que je vais faire, regardez, vous voyez mon truc, là, je l'agrandis. Pour que ce soit plus facile, je prends le prisme et je le mets comme ça. Ok, je le fais tourner un peu. Tac. Ah non. Je vais faire tourner autrement un peu. Voilà. Ouais, mais je suis d'accord que le schéma est mal fait, en fait, hein. Le schéma est pas tout à fait perpendiculaire, bref. Je comprends ce que vous voulez dire maintenant. C'est normal et un peu bizarre, hein. Ouais, c'est- Bon, l'idée, vous avez un rayon rouge, par exemple, qui vient frapper ici. Vous connaissez, vous avez votre surface, hein, disons, votre prisme, on va dire que c'est votre prisme, ça c'est du solide. Et vous faites toujours, vous, en optique, la règle, c'est que le premier truc que vous faites quand vous tracez un rayon qui arrive sur une surface, c'est comme ça, on décide quelque chose qui est perpendiculaire à ma surface. Et c'est ça qu'on appelle, ça c'est la normale, hein. C'est la normale à la surface de séparation au point que je le trace au point d'impact. Voilà. On dit que c'est la normale, mais en vrai, on devrait dire la normale à la surface de séparation des milieux au point d'impact. Donc, je prends mon équerre, je trace quelque chose de perpendiculaire, et voilà. Et pourquoi je fais ça? Parce que la loi de Descartes n'est valable que pour ces angles incidents, donc mon angle incident I1 et mon angle réfracté I2, qui sont pris en référence à cette normale. Vous voyez? Attention, interdit de prendre cet angle-là. Et interdit de prendre cet angle-là, hein. On regarde par rapport à la normale. D'accord? Et bon après, c'est la même chose ici, hein, sauf que en sortie, ma normale, évidemment, elle a changé, puisque mon rayon, il arrive ici. Donc là, le point d'impact, il est là. Je fais une normale. La normale, par définition, elle est perpendiculaire à la séparation. Et ma loi de Descartes s'applique entre cet angle, qui est défini par la normale et le rayon incident, et puis l'angle de sortie qui est celui-là, entre la normale et le rayon réfracté. Ok, merci, c'est bien plus clair. Ok? Voilà, donc c'était vraiment un peu comme l'exercice d'Alice qui détermine l'indice de son prisme, mais en x2, quoi.
Mais juste la loi de Descartes, c'est la loi de réfraction dans le formulaire. Ah, pardon, ouais, vous l'avez pas appelé Descartes? Je sais pas, mais en tout cas, dans le formulaire, il me semble que c'est réfraction. Ouais, N1 sinus I1 égale N2 sinus I2, pardon. Ok. Ouais, c'est la réfraction. C'est réfraction, Descartes, comme vous voulez. Bah, évidemment, pour ceux qui ont fait ça au collège, c'est peut-être des révisions, hein, mais si on n'a pas fait ça depuis longtemps, ça peut paraître difficile, je suis d'accord. Mais juste par rapport à. Excuse-moi. Non, non, Par, vas-y. par rapport à celui d'avant, on peut pas faire. Enfin, un peu. Par déduction, je sais pas si ça marche, mais par exemple, si on regarde les longueurs d'onde, il y en a une qui est plus grande que l'autre, et ensuite on fait par rapport à ça, dans les résultats, lesquels est plus grande, enfin quand le rouge est plus grand que l'autre, de beaucoup, Alors pas oui, beaucoup, ça effectivement, marche pas. le bleu étant plus dévié que le rouge, il fallait que le gamma du bleu soit plus grand que le gamma du rouge. Et du coup, ça nous permettait d'éliminer deux réponses déjà. Bien vu. Ça nous permet d'éliminer celle-ci et ça nous permettait d'éliminer celle-ci. Et après, ouais, bon, après, est-ce qu'on est plutôt sur quelque chose qui est de l'ordre de 30 ou quelque chose de 50? Ce que vous pouvez faire, je pense que c'était assez malin de faire ça. Du coup, tu faisais que pour un. Tu faisais que pour un et tu disais bah, ok, je suis plutôt sur de l'ordre de 50, donc c'est la A, quoi. Ok, ouais, merci. Alors après, le 50, fallait le trouver en faisant une fois le cheminement. Mais tu vas me dire, est-ce qu'on n'aurait pas pu le trouver direct, sachant que, euh, ouais, tu sais quoi, on aurait pu le trouver direct. Pourquoi? Alors oui, très bonne remarque. Si on veut résoudre cet exercice en 2 secondes, on fait ce que tu dis. On élimine la B et la D en disant, je répète, première étape, on élimine la B et la D en disant que le bleu est plus dévié que le rouge. Ok. Deuxième étape, je constate qu'en A, j'ai quelque chose qui est voisin de 50, en C, j'ai quelque chose qui est voisin de 30. Est-ce que je peux qualitativement voir, sans faire trop de calculs, que je suis plutôt dans quelque chose de l'ordre de 50 degrés pour gamma, plutôt que 30? La réponse est oui. Pourquoi? Parce que pour un angle de 50 degrés ici, vous avez vu que l'angle ici fait 30 degrés. Si l'angle fait 30 degrés ici, à peu près, hein, ça veut dire qu'ici, mon angle, il fait 60 degrés. Ça veut dire que mon triangle est équilatéral. Ça veut dire que ce rayon est à peu près parallèle. Ça veut dire que celui-ci, du coup, vu qu'il y a une symétrie par rapport à ça, il ressort à peu près avec le même angle. Ça veut dire qu'il fait à peu près 50 degrés. Donc vous pouviez voir que, avec ces symétries, que en gros, il n'y avait que là qui était plausible, quoi. Bien vu. Bon, toi, là, ça pourrait être avec le 30 aussi, du coup, vu qu'ils se ressemblent aussi. Alors, non, mais en fait, la question, c'était l'ordre de grandeur, si tu veux, de l'angle de sortie. Oui, je suis d'accord que le bleu et le rouge vont se ressembler, mais est-ce qu'on est plus près du 30 ou est-ce qu'on est plus près du 50? Et en gros, si tu veux, ce qu'il faut voir, c'est que si tu as un angle de 50 degrés en entrée, ici, ton premier angle réfracté, il vaut 30. Du coup, ici, ton angle, il fait 60. Du coup, ça veut dire que ton triangle ici, vu qu'il est équilatéral, ça veut dire qu'ici, ton rayon, en gros, il est horizontal. Ça c'est à peu près horizontal. Et par symétrie, tu es d'accord que là, j'ai une symétrie, hein. Si ça, c'est horizontal, ça veut dire que ça va ressortir, en gros, je fais de l'à peu près, hein, mais en gros, ça va ressortir avec le même angle ici, à peu près 50 degrés. Grosso modo, hein, toujours pareil. La question, c'est des variations de 1 ou 2 degrés, mais en tout cas, on est plus près du 50 que du 30. Ok, ouais. Donc, si on nous avait donné 30 degrés au premier, ça serait plus du 30 degrés. Ouais, Donc, en fait, on n'avait même pas besoin de savoir que le bleu, il était plus dévié que le rouge, vu que de toute façon, les autres, c'était que du 30. ouais, effectivement, ouais, on pourrait dire ça comme ça. Ok, Disons, merci. disons qu'en fait, effectivement, ça suffisait de. Oui, effectivement, ça suffisait
de dire que, ok, je calcule juste le premier angle de réfraction, il fait 30 degrés. Du coup, ça veut dire que mon prochain angle, après, il fait 50 degrés. Ouais, effectivement, on aurait pu faire à peu près. Hein. Tu fais un angle, tu vois que c'est voisin de 50, à peu près. Hein. Et puis tu vois qu'il n'y a que là, oui, effectivement, il n'y a pas besoin de faire tous les calculs. Hein. Tout ce qu'on a fait, c'était, entre guillemets, inutile pour répondre à la question, mais c'est juste pour vous prouver les valeurs exactes, quoi. Mais parfois, c'est bien, effectivement, c'est même très bien de votre point de vue. Faut raisonner rapidement, faut pas faire. Alors parfois, on n'a pas le choix, mais c'est bien d'essayer de voir comment arriver à la bonne réponse le plus rapidement possible, parce que malheureusement, c'est le but de l'examen. Ok. Donc ça, c'était une définition. Donc ce qu'il faut retenir, c'est juste le vocabulaire. Quand j'ai une surface qui est complètement lisse, j'ai une réflexion parfaite, hein, spéculaire, c'est-à-dire que un rayon me donne un rayon. Ça, c'est les miroirs. Par contre, quand j'ai quelque chose de rugueux, imaginons, je sais pas moi, quelque chose de rugueux, une espèce de vitre c'est un peu sale ou j'en sais rien. Et ben, la réflexion va être diffuse. Et du coup, ça veut dire qu'en gros, diffuse, donc, spéculaire, c'était ça. Et diffuse, ça commence à aller un peu partout. Voilà. Donc, c'est sûr que si j'ai quelqu'un qui observe ici, quelqu'un qui n'est pas sur le trajet du rayon qui serait parfaitement réfléchi, hein, il pourra voir l'objet que si tu as une réflexion qui est diffuse, qui est imparfaite. Hein, parce que le rayon spéculaire va lui passer au-dessus de la tête, là. D'accord ? Donc, j'ai pas fait tous les angles, mais c'est le principe. Hein. C'est-à-dire que là ma normale, on va dire que ça fait 60 degrés, c'est pas possible, mais on va dire que ça fait 60 degrés. Et l'autre, il se situe à 40 degrés de l'autre côté. Donc, ouais, alors j'ai mal fait mon schéma. Normalement, si ça c'est 40, si ça c'est 40, voilà, il se trouve, en gros, il se trouve là, on va dire, son œil. Hein. C'est ça que ça veut dire le schéma. Donc, ça se réfléchit avec le même angle. Hein. Là, j'ai 60 aussi. Et vous voyez que ça va partir là. Hein. Pour qu'il puisse voir quelque chose, il faut forcément que j'ai des rayons rouges de réflexion diffuse. Donc ça, c'était juste pour illustrer. Ok. Alors, approfondissement. Oh, j'ai un peu triché, hein, je l'ai fait avant. Pour gagner un peu de temps. En gros, il faut commencer par faire juste le schéma. Donc, on vous dit, vous êtes placé à 1 mètre du miroir. Tac, vous écrivez 1 mètre. Ensuite, vous avez un miroir qui est à hauteur d'œil. Donc, c'est très important, ça. Le milieu est à hauteur d'œil. Et puis, il fait 50 cm, donc 0,5 mètres de distance. Donc là, j'ai plus 0,25, moins 0,25. Vos yeux sont ça à 1,60 m du sol. Et la question, c'est, je veux savoir à la fois la taille, voilà. On vous dit qu'il y a une espèce d'armoire qui touche le sol, là, et qui arrive là. Je veux savoir, sachant que, c'est ça qui est important, en gros, cet objet, son image dans le miroir prend tout le miroir, hein, où il se trouve de 1, et je dis bien de 1 parce que c'est d'abord ça qu'on va trouver, et de 2, quelle est sa taille. Donc, si l'objet prend toute la place, ça veut dire qu'en gros, vous voyez le bas de l'armoire ici. Donc, le rayon qui vient du bas de l'armoire, il se réfléchit tout en bas du miroir et il arrive dans votre œil. Hein. Et vu qu'il y a la réflexion, je sais que cet angle,
est divisé en 2 ici au niveau de votre œil. Pardon, pas au niveau de votre œil, il est juste divisé en 2. Voilà. Et pareil pour ça. Alors, vous remarquerez que il faut voir ce qui est fixé au niveau de la géométrie du problème. Donc, vous êtes où vous êtes, ça c'est fixé. Le miroir, il est fixé. Donc, si je fais ce rayon-là, tac, j'ai pas le choix, il est fixé. Et du coup, celui-là aussi est fixé. Par conséquent, ce point-là est déterminé. C'est-à-dire que la distance, en gros, la distance entre l'objet et le miroir, elle est déterminée par le rayon bleu. Hein. Alors après, c'est là où il faut avoir un peu d'inspiration. Hein. C'est pour ça que c'est un exercice d'approfondissement. Je dis un peu d'inspiration parce qu'en fait, quand on a des distances comme ça, horizontales et verticales, le réflexe, c'est de travailler avec les tangentes des triangles. Donc, il faut essayer de faire intervenir des triangles pour lesquels vous avez les mesures. Donc là, c'est là où il faut être un petit peu malin. Hein. Donc là, rassurez-vous, hein, on ne vous demandera pas d'être malin pour l'examen. Hein. C'est juste pour les exercices d'approfondissement. Donc là, vous voyez que vous avez des triangles qui ont les mêmes angles. C'est-à-dire que là, cet angle θ, hein, cet angle θ, vous le retrouvez ici, hein, par propriété de la réflexion. Et du coup, vous le retrouvez ici. Hein, parce que c'est des angles internes. Encore une fois, hein, je vous rappelle, quand vous avez ça et ça, cet angle-là, vous le retrouvez là. Donc cet angle-là, θ, vous le retrouvez là. Et du coup, comme ils sont égaux, par exemple, celui-là et celui-là, c'est les mêmes angles, et ben, ils auront la même tangente. Donc si j'écris qu'ils ont la même tangente, la tangente de cet angle-là, c'est côté opposé. Côté opposé, alors ça vaut 1,35 puisque c'est 1,60 moins 0,25. Hein. Tangente θ égale 1,35 sur côté adjacent, c'est la distance entre le miroir et le meuble, que je vais appeler distance objet-miroir. Voilà. Et si je calcule la tangente de θ à partir de ce dessin-là, par contre, là, je vais avoir ça vaut 0,25, divisé par mon côté adjacent, qui est la distance entre le miroir et mes yeux, qui vaut 1 mètre. D'accord ? Vu que ces deux quantités sont égales, tu te retrouves avec 1,35 sur la distance objet-miroir, qui est égale à 0,25 sur 1. Et du coup, votre distance objet-miroir, elle vaut 1,35 divisé par 0,25. Ça, c'est pour la position. Ensuite, une fois que vous avez la position, c'est beaucoup plus facile de trouver la hauteur. Parce que vous pouvez faire le même raisonnement. En gros, la hauteur, je la décompose. Parce que la hauteur, vous savez déjà, ça vous connaissez, la hauteur du miroir, ici. Hein. Le miroir, il est à 1,6 plus 0,25. 25. Ouais, c'est ça. Hein. Donc vous avez déjà cette hauteur-là. Et il vous manque cette hauteur-là qu'on va appeler delta H. Et là, vous allez faire le même raisonnement avec ces fameuses tangentes. Donc là, je vais prendre d'autres angles là. Je vais prendre celui-là, parce qu'il fait intervenir delta H et la longueur D que je connais maintenant. Juste, il y a quelqu'un qui posait une question sur... Le chat ? Oui, mais du coup, il demandait comment on sait que le bleu est plus dévié que le rouge. Ah, pour la question d'avant ? Oui. C'est juste parce qu'il a un indice de réfraction. Alors, il faut retenir par cœur. Moi, j'ai dit le bleu plus dévié que le rouge. Ça c'est un des trucs qu'il faut retenir par cœur. Mais en fait, ça vient du fait que tu vois que l'indice N est plus important pour le bleu que pour le rouge dans l'énoncé. On parle de l'exercice d'avant, bien sûr, hein, mais quand un indice N est élevé, il va dévier les rayons plus facilement. Tu es d'accord ? Si tu traverses le vide, il n'y a pas de déviation. Donc, quand tu traverses c'est l'indice N qui fait dévier les rayons. Hein. Donc, plus N est élevé, c'est le cas. Hein. Tu regardes, le N du bleu est supérieur au N du rouge. Du coup, le bleu est plus dévié que le rouge.
Merci de m'avoir dit qu'il y avait des questions, parce que c'est vrai que je ne vois pas forcément. Voilà. Donc là, je disais, une fois que j'ai ma distance, c'est facile d'avoir la hauteur, parce que si je prends cet angle alpha, on va dire, donc, qui est égal... ah bah du coup, c'est le même, hein, c'est θ. Bon. J'avais pas vu, mais en fait, alpha et θ sont les mêmes. Hein. Donc je le retrouve là, et puis je le retrouve là aussi. Donc mon 0,25 sur 1, hein, c'est-à-dire tangente de alpha, mais bon, c'est le même, hein, c'est θ. Mon 0,25 sur 1, quand je fais ma tangente, là, 0,25 sur 1, c'est égal, en prenant le grand triangle, à delta h sur d. Bon, donc delta h, il vaut d fois 0,25 sur 1. Et vu que j'ai trouvé d, bah, je peux trouver que delta h, alors, d fois 0,25 sur 1, ça fait 1,35, c'est ça? Voilà. Donc du coup, vu que ça fait 1,35, quand vous additionnez ça, ça vous fait 3,20 m de haut. Et donc ça, voilà. Une hauteur de 3,20 m. Et puis, la distance, elle, ça faisait 1,35 divisé par 0,25. 1, 2, 3, 4, 5, 5, quelque chose. Ok. Question pour celui-là? Ouais, ça marche. Ok. Et enfin, dernier exo, approfondissement. Combien de temps il nous reste? Ah, bah, on a pris un peu de retard. J'espère que vous avez des cours après ou pas? Non. Non? Non, c'est bon. Bon, bah, si vous n'avez pas de cours, c'est pas grave, on peut prendre du retard, moi ça ne me dérange pas. Donc, voilà, dernier truc, il y a peut-être, si vous avez un truc à retenir avant qu'on se quitte, là, c'est le coup de la réflexion totale. Alors, quelle est la condition? Quelqu'un peut me dire la seule condition, enfin non, deux conditions pour qu'il y ait réflexion totale, pour que j'ai pas de réfraction. C'est l'angle critique. Ouais, il y a un angle critique. Ça, c'est la deuxième condition. Mais la première condition, au sujet des deux milieux, c'est que je dois passer d'un milieu à un milieu. Alors, ça qui est important, c'est que la réflexion totale ne peut se produire que lorsque vous passez d'un milieu plus réfringent à un milieu moins réfringent. Ça peut pas se produire sinon. Hein. Donc, c'est toujours quand vous... En fait, c'est un peu l'inverse de ce qu'on a fait depuis le début. Elle ne peut se produire, j'ai bien elle ne peut, hein, elle ne va pas forcément se produire, mais elle peut se produire que si vous êtes dans ce sens-là, c'est-à-dire si ce phénomène-là, il pourrait se produire effectivement. Parce que je suis dans un indice, par exemple, n égale, d'ailleurs on vous donne 1,5. Ici, a priori, au début, en tout cas, on est dans n égale 1. Donc, je passe d'un milieu plus réfringent, hein, c'est-à-dire n élevé, à un milieu moins réfringent, c'est-à-dire n faible. Et c'est la condition numéro 1 pour qu'on puisse éventuellement, hein, après il y a les angles critiques à vérifier, mais pour qu'on puisse éventuellement observer une réflexion totale, c'est la condition. Vous n'observerez jamais une réflexion totale si vous venez d'un indice faible et que vous allez dans un indice fort. Là, vous aurez toujours un rayon réfracté puisque vous vous rapprochez de la normale. Ok. Alors, là aussi, il y a un truc qui me dérange. Là, c'est la formulation. Alors, en deçà, pour vous, ça veut dire quoi? J'ai regardé sur Wikipédia. En deçà, alors c'est très difficile de trouver une définition de en deçà. Vous l'avez compris comme voulant dire quoi, en deçà? Là, c'est plus de la physique, hein, c'est du français, mais... C'est sous lequel, non? Bah, moi, je croyais que c'était ça aussi. Ah.
Mais en fait, ça n'a pas de sens, parce que si θm, c'est l'angle minimal, Ah, c'est à partir duquel? ouais, bah, du coup, ça veut dire au-delà. Au-delà, Ouais, au-delà, moi, je trouve que c'est en deçà, enfin, à moins d'avoir fait bac+12 en littérature, franchement, j'ai regardé, hein, ça veut dire tout et son contraire en deçà. Il y a des gens qui disent en dessous, il y en a qui disent que ça veut dire plus, il y en a qui disent que ça se utilise que dans l'expression en deçà et au-delà. Alors, moi, j'aime pas trop le voir là. Donc voilà, on est bien d'accord que, en gros, votre fibre, elle a une direction. L'idée, c'est que les rayons doivent être assez plats, ils doivent être dans la direction de la fibre. Et moyennant ça, même s'ils font des petits écarts, ils vont toujours être guidés. Par contre, s'ils s'écartent trop, c'est-à-dire si leur angle par rapport à si leur angle par rapport à la direction de la fibre est trop grand, bah là, ils vont peut-être sortir. Mais attention, là, on vous parle pas d'un θ maximal, on vous parle d'un angle minimal. Pourquoi? Alors, c'est ça. Moi, en général, je parle pas d'angle minimal, je préfère parler d'angle maximal, mais parce que on a bien compris qu'il faut que l'angle soit rasant pour que le rayon ne sorte pas. Mais lui, il vous parle d'un angle maximal parce que son angle, pardon, minimal, parce que lui, il parle de cet angle θm, du coup, qui est aussi égal, hein, si je prends mes angles alternes internes, lui, il vous parle du rayon incident, en fait. Hein. Enfin, θm, voilà. Donc, en gros, θm, c'est pris par rapport à la normale. Donc, vous êtes d'accord que si jamais θ, en tout cas, tel qu'il est pris sur le schéma, si θ est grand, ça veut dire que mon rayon est plat. Donc, c'est sûr qu'il va être guidé. Par contre, si ce θ qui est pris par la normale devient trop petit, et ben, si par exemple, là, il est comme ça, et ben, le problème, c'est que là, il va sortir. Hein. Donc, il y a, il y a un angle qui est minimal, et au-dessus de cet angle, ça ne pourra pas s'échapper. Par contre, si vous êtes en dessous de θm, voilà, si je suis θ inférieur à θm, bah là, ça va s'échapper. Hein. Donc c'est pour ça que là, on cherche un θm minimal, tel que si je suis au-dessus de ce θm, le rayon ne va pas s'échapper, alors que si je suis en dessous de θm, le rayon a une chance de s'échapper. Et donc là, vous avez la formule de cet angle critique qui est directement dans le formulaire avec ce arc-signe de machin. Alors, on retrouve en disant que je veux que l'angle ici soit égal à 90. Donc, en gros, c'est 1 égale n sin θm. Et θm qui vaut arc-sin, enfin sin moins 1 de 1 sur n. OK ? Et là, vous trouviez θm. Bon, la vitesse, c'est la vitesse de la lumière divisée par l'indice n hein, que vous aviez. Donc, au lieu que ce soit 3 10 puissance 8 mètres par seconde, ça va être juste 2 10 puissance 8 mètres par seconde. Et là, c'est que se passe-t-il pour un faisceau qui se propage avec l'angle θm dans une portion de la fibre qui est plongée dans l'eau? Alors ça, c'est contre-intuitif, parce qu'on pourrait dire, moi au début, ce que je me suis dit, je me suis fait piéger, je me suis dit, si la réflexion totale ne peut se produire que quand je passe d'un milieu plus réfringent à un milieu moins réfringent, logiquement, si je diminue l'amplitude du phénomène, ah oui, c'est logique, non, pardon, c'est logique. Oui, si je diminue l'amplitude du phénomène, c'est-à-dire si je diminue l'écart entre les deux milieux, je vais avoir moins de chances, je vais avoir moins de chances d'observer une réflexion totale. Hein. Vous pouvez observer une réflexion totale si vous passez d'un milieu plus réfringent à un moins réfringent, et d'autant plus facilement que l'écart entre ces milieux est important. Donc là, en mettant de l'eau, je diminue la différence des indices. Et donc, si je suis à un angle qui n'est pas plat, qui n'est pas rasant, mais qui est le maximum que je peux me permettre, c'est-à-dire θm,
Donc θm, vous trouvez combien là avec sin moins 1 de 1 sur n? 40? Non? Bon. Bon, bref, du coup, si vous voulez savoir quel est le rayon incident, vous écrivez votre loi de Descartes ici en disant que n, donc 1,5. Ouais, ça fait 42, un truc comme ça. Ouais, Oui, enfin 41,8. Moi, ok, 42, on va dire. Alors. Voilà, vous écrivez 1,5. Alors non, je ne vais pas l'écrire là parce que ici, on va mettre l'eau plutôt. Alors, vous écrivez 1,5 sinus de 42. Et là, vous écrivez 1,3 sinus de x. Si l'équation n'a pas de solution, ma foi, ça veut dire que il y aura une réflexion totale. Et si l'équation a une solution, ça veut dire que le rayon est sorti. Voilà, donc là, si vous trouvez sinus x qui vaut 1,5 sin 42 divisé par 1,3, qui est une valeur plus petite que 1. Donc c'est possible pour un sinus. Si vous avez trouvé sinus x vaut 2, ça veut dire qu'il n'y a pas de solution, parce qu'un sinus c'est toujours plus petit, c'est toujours compris entre 0 et 1, enfin entre moins 1 et 1. Donc là, du fait que votre sinus x était plus petit que 1, vous trouviez effectivement une valeur, et vous trouviez alors un certain angle. Ok? Est-ce qu'il y a des questions sur le sujet de la réflexion totale? Juste quand tu dis plus réfringent, c'est celui qui a le n le plus grand. Exactement. Ouais. Quand on dit plus réfringent, c'est peut-être pas une notion un mot qui est utilisé dans le cours, mais ça veut dire d'un n plus élevé. Et l'autre, c'est quoi, t'as dit? Comment? Réfringent. Ouais, L'autre, c'est Comment? L'autre quoi? Il s'appelle comment? Plus réfringent et réfringent? Alors, non, je dis juste d'un milieu plus réfringent à un milieu moins réfringent. Ah, ok. Ok. Ok, merci. En fait, je préfère dire ça plutôt que dire d'un milieu plus dense à un milieu moins dense. Je pourrais, en première approximation, c'est juste, mais je suis sûr qu'on doit pouvoir trouver des exceptions de milieux qui sont un petit peu moins denses, mais quand même plus réfringents. C'est pas, si c'était directement lié à la densité, il y aurait une formule, ça se saurait. Ok, merci. C'est quoi l'indice le plus réfringent que vous connaissez? Vous voyez pas? C'est pas le vert, non? Vert, c'est pas mal, c'est 1,5, mais vous n'avez pas fait des exercices avec le diamant, non? Diamant, c'est 2,1, je crois. Ou peut-être que je me trompe, mais c'est assez élevé. S'il y a quelqu'un sur le groupe qui a dit le diamant. Ah, très bien, très bien. Qui c'est qui a dit ça? Très bien. Ok. Parfait. Bien, et ben bravo tout le monde. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Il y avait quelqu'un qui m'avait posé une question sur les diamagnétiques et ferromagnétiques. La dernière fois, c'était qui? Oui, c'était moi. Ah oui. Oui, donc tu as raison, c'est ça. Donc les ferromagnétiques, ils ont la propriété, ils s'alignent dans le même sens que le champ. C'est-à-dire qu'après, si tu enlèves ton champ, ils gardent une certaine aimantation et ils vont pouvoir créer un champ dans le même sens. Dans le même sens. Alors que... Enfin, pardon, ils contribuent du coup au champ. Alors que les diamagnétiques, vu qu'ils se mettent dans l'autre sens, ils diminuent le champ. Ok, mais par exemple, en fait, en général, de toute façon, tout est diamagnétique. Enfin, on a toujours vu que c'était dans le sens opposé quand on était... Ah oui, quand tu disais que... Alors, c'est-à-dire que... Non, ce que vous avez vu, alors ça se comporte comme des diamagnétiques, mais ce n'était pas des matériaux. Ce que c'était des boucles de courant. Oui. Voilà. Donc bon, c'est un peu particulier. Hein. Ok. Mais ouais, c'est un peu particulier. On ne peut pas considérer qu'une spire est un matériau. Quand on dit matériau, on parle de, par exemple, un cube d'un certain minéral, tu vois. Mhm. Mais par exemple, là, c'était, je sais plus, j'avais vu un exo, c'était avec des
je sais pas, des animaux. Et puis, par exemple, pour sentir le champ magnétique, c'était des trucs, c'était ferromagnétique ou c'est comment enfin, Euh, le... ah oui, ah, bien vu, ouais. T'avais vu ça dans quoi? Je sais plus, j'ai fait une série avant. Ah ouais. Ouais. Ouais, alors probablement que c'est des. Tu sais, en fait, il y a pas beaucoup de cellules dans le corps, on dirait pas, mais qui utilisent des trucs hyper complexes, hein. Les cellules qui ont des petits cristaux, qui utilisent dans les oreilles pour mesurer une accélération, on dirait pas, mais il y a des petits cristaux très denses, c'est parce que comme ça se déplace et ça permet de mesurer une accélération. Et en fait, probablement que les animaux qui, eux, doivent raisonner avec le champ, ils ont probablement effectivement des minéraux qui sont capables de s'orienter parallèlement avec le champ magnétique terrestre et de s'orienter Ok. comme ça, probablement. Ouais. Alors ça peut être ferro, ça peut être dia, du moment qu'ils ont une direction à suivre, c'est Oui. les abeilles probablement, du moment qu'elles ont une direction à suivre, c'est égal pour elles, hein. Merci. Mm. Juste une question pour la dernière question. En Ouais. fait, quand on dit l'angle d'incidence minimale, le maximal serait 90 degrés ou Euh, genre sur la surface, ce serait le maximum? alors, en fait, il n'y a pas. Oui, alors, si tu veux, si on parle d'un rayon qui est déjà dans la fibre, on est d'accord que là, euh, si je suis plus petit, je sors. Le noir, il sort. Le rouge, si je suis à θm, lui, c'est le plus petit. Après, si je prends un angle plus grand, si je suis plus rasant, il n'y a pas de problème, hein. Il va toujours être complètement réfléchi. D'accord? Ouais, mais du coup, l'angle maximum, ça serait 90 degrés. Ouais, dans ce cas-là, oui, si on voulait le formaliser, on dirait 90. Ouais. Ok, merci. Mais c'est pour ça que j'aime pas trop cette manière de mesurer parce que, alors, il a mesuré par rapport à la normale pour, je dirais, vous faire plaisir, mais normalement, ça a plus de sens pour une fibre optique de mesurer l'angle en disant, mesurant par rapport à l'axe de la fibre, en disant, bah, 0 degré, c'est l'axe de la fibre. Quelle est la déviation maximale? Quelle est la déviation maximale que je peux tolérer par rapport à l'axe? Ça a plus de sens, je trouve. Parce que ça a plus de sens de partir de zéro en disant qu'un rayon qui est orienté à 0 degré, de toute façon, il arrive à l'autre bout. Par contre, un rayon qui dévie un peu, ouais. D'autres questions? Moi, c'était juste par rapport à l'exercice 3. En fait, quand il y a deux miroirs qui sont perpendiculaires. Ah non, c'était peut-être l'exercice Deux? Deux, ouais. pour savoir si c'était parallèle. Ouais. Ah oui, voilà. Ah, pourquoi Oui, c'est bah, parallèle? oui, bah en fait, non, mais avec Snell, Descartes, là, en fait, forcément, comme les angles, ils sont OI et OR, ils sont égaux, bah, on ne peut pas avoir de situation où il n'y a pas de. Enfin, du coup, ça ne va pas être parallèle les deux. Enfin, entre incident et réfracté au final. Ah, alors, quand deux miroirs sont perpendiculaires, c'est sûr que, oui, si tu mets deux miroirs perpendiculaires, les deux rayons qui sortent seront parallèles. Parallèle, On ne ouais. peut pas avoir d'autres cas. Par Ouais. contre, si tu avais deux miroirs, par exemple, qui étaient... ouais, entraînez-vous là-dessus, tiens, ça fait un bon exercice. Deux miroirs qui font un angle de 30 degrés. Et prenez un rayon ici, le même cas, on va prendre, hein. Allez, on va prendre un autre cas. On va dire que là, je fais 50 degrés. Que fait le rayon réfléchi? On pourrait se poser cette question. Donc là, il tape comme ça. Ensuite, il fait ça. Ensuite, probablement qu'il va faire quelque chose comme ça. À mon avis, ça va pas être parallèle, hein. Ok, je vois. Ouais. Bon, il se trouve, c'est pas évident, hein, mais du fait que les miroirs étaient perpendiculaires, on a montré avec cet exo que le rayon qui arrive et le rayon qui repart sont parallèles, mais c'est plus anecdotique qu'autre chose, hein. Ok, merci beaucoup. C'est pas une propriété à retenir par cœur. Mhm. Mm.
D'autres questions? Juste, désolée pour revenir à la question 7. Ouais. Est-ce que ça c'est possible de remontrer comment tu as trouvé l'angle 30 degrés si on faisait genre de manière vite? Ah ouais. En gros, j'ai juste pris, c'est un peu le même, c'est juste la relation de la réfraction qui dit que 50 fois sinus, pardon, non, je dis n'importe quoi. 1, donc l'indice de réfraction de l'air fois sinus de 50 est égal à 1,5 et des brouettes fois sinus de alpha que je cherche. Hein. Donc sinus alpha va être égal à sinus 50 sur 1,5 et puis alpha va être égal à sinus moins 1 de sinus 50 sur 1,5. Donc, il y a quand même ce calcul à faire. Hein. Ok, alors on peut pas genre seulement faire avec la géométrie ça. On doit forcément. Non, pour moi, on est obligé de faire ce calcul Ok, ouais. quand même. Hein. C'est juste le minimum à faire. Ouais. Mais effectivement, une fois qu'on a fait celui-là, avec la géométrie, on peut effectivement trouver. Ouais. C'était plus rapide. D'autres questions? Non, c'est tout bon? Non, moi, c'est bon. Ok. Bon, bah parfait. Écoutez, je vous souhaite une bonne semaine. Et puis, pour ceux qui le souhaitent, à la semaine prochaine.